Ce sont des enfants qui ont de gros besoins et que ces enfants-là, justement, c'est à ces enfants-là qu'il faudrait apporter quelque chose et qu'il faudrait apporter quelque chose en plus, donner plus à ceux qui ont moins. Pero hemos ya visto que esos alumnos son los más pobres, ¿no? Con el nivel social más bajo, y sobre todo son los alumnos que tienen más problemas para hablar el francés, y pues podríamos pensar que esos alumnos necesitan más atención, más ayuda, porque siempre tenemos que ayudar más a lo que lo necesitan. Alors en ce qui concerne l'école B, l'école des Anvilles, pues vamos a hablar de la escuela B, la de Zonville. Alors là, évidemment, il n'y a pas de gros problèmes à signaler. Donc le cours, je l'ai décrit. Bon, ça se passe bien. Le cours est très actif, vivant. Il y a une très bonne ambiance dans la classe. Le rythme de travail est rapide, tous les élèves participent. Enfin, c'est une classe qui est vraiment très, très agréable à regarder. Tout se passe bien. L'enseignant est heureux. Les enfants ont l'air heureux également dans la classe. Pues es una clase sin verdaderos problemas. Todo parece pasar bien. Hay un ritmo rápido en el trabajo, los alumnos parecen bastante activos, hay un ambiente de trabajo que es muy bueno, y pues los alumnos, tanto los alumnos como el maestro, parecen felices en este ambiente de trabajo. Donc l'enseignante avait apporté, travaillé sur le thème des chenilles. Il y avait un élevage de chenilles dans l'école. Tout le monde se passionnait pour cet élevage. Et voilà, donc les élèves sont impliqués dans les apprentissages, ils s'écoutent. Pues en esta clase la profesora había organizado un intercambio con animales y pues a los alumnos les gustaban mucho los intercambios con el hecho de conocer a estos animales y todo eso. Et la discipline est respectée. Y se respeta mucho la disciplina. En ce qui concerne l'école maintenant, l'école C, l'école de Wilmersdorf. Vamos a ver lo que pasa en la escuela C, la de Wilmersdorf. Bien, je vais passer un peu vite parce qu'il me reste combien de temps? Je n'ai pas regardé. 10 minutes, je ne sais pas. Ça fait 5 minutes. 5 minutes. Bon. Donc, l'école de Wilmersdorf, les élèves sont heureux, tout se passe bien. Ils sont motivés. Ils ont, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'activités périscolaires, donc ça les intéresse. Et manifestement, tout se passe bien sur le plan pédagogique et sur le plan des résultats. Pues los alumnos son felices en este ambiente de trabajo, parecen muy motivados tanto por las asignaturas escolares como por las asignaturas extraescolares que se les proponen. Les gustan mucho las actividades periscolares y pues hay mucho éxito en el trabajo y todo pasa bien. Alors voilà l'école de Wilmersdorf, sa magnifique façade. Es la escuela de Wilmersdorf. Son escalier con una fachada muy hermosa. Monumental. L'intérieur. Bon, on ne voit pas très bien. Avec la lumière. Alors, maintenant l'école D, l'école de Spandau. Donc, je vous ai dit, c'est une école qui se situe dans un milieu ouvrier, avec des enfants qui appartiennent à un milieu défavorisé. Je vous ai dit que l'équipe était stable, que tout se passe bien aussi, que l'ambiance de travail est bonne. Et vous voyez, si on compare avec l'école de Villiers-le-Bel, eh bien, c'est pas vraiment la même chose, parce que là, il y a un enseignement aussi qui se fait et qui porte ses fruits. Les résultats, l'évaluation est faite de façon régulière, l'évaluation est tout à fait correcte, les élèves progressent régulièrement. Pues tenemos que decir otra vez que esta escuela es en un entorno obrero, ¿no? En un barrio industrial. Son alumnos de bajo nivel social, pero
podemos notar unas diferencias muy importantes con la escuela de Villiers-le-Bel, ya que en esta escuela de Spandau los alumnos realmente trabajan, hay un ambiente de trabajo muy bueno y a los alumnos les gusta el trabajo, pues hay una enseñanza efectiva muy buena, una evaluación regular y hay un gran éxito de los alumnos. Donc vous voyez, l'école D, on pouvait la comparer à l'école A, à l'école de Villiers-le-Bel, et on s'aperçoit que les deux populations sont des populations à peu près comparables enfin au niveau de la composition sociale, enfin de l'appartenance sociale. Donc les deux écoles sont comparables, mais les résultats ne sont pas les mêmes, les effets ne sont pas les mêmes. Pues podemos ver que en las escuelas de Spandau y de Villiers-le-Bel vienen el mismo tipo de alumnos, es decir, alumnos de bajo nivel social, y sin embargo no pasa la misma cosa en las dos escuelas, ya que en la escuela de Spandau sí existen éxitos de los alumnos y un ambiente de trabajo, etc. Donc voilà, ça nous pose quelques problèmes, quelques questions. Hein. Et si je pourrais, ce serait intéressant de voir comment ça se passe, parce que dans l'école D, dans l'école de Spandau, il y a une relation de confiance entre l'institutrice et les élèves. Les élèves s'écoutent, les élèves aussi se reprennent quand ils font des erreurs. Enfin, il y a vraiment un climat, une ambiance de travail qui est remarquable. Pues en la escuela de Spandau hay un clima de confianza entre los alumnos y también entre los alumnos y la maestra. Cuando uno hace un error, el otro le dice cómo hacer para corregirse. Hay un clima de trabajo muy bueno, muy sano en esta escuela, y pues cuando vemos las diferencias entre esta escuela y la de Villiers-le-Bel, que tiene los mismos alumnos casi, podemos preguntarnos por qué. Alors ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'essayer d'expliquer les différences. Lo interesante, pues, es intentar explicar las diferencias. Bien, alors, puisqu'il faut que je me dépêche, je vais essayer de dire ce que nous apporte la comparaison entre ces quatre écoles. Pues vamos a decir lo que nos muestra la comparación entre esas cuatro escuelas. Alors d'abord, la comparaison est difficile. Es una comparación muy difícil. Peut-on réellement comparer ces deux groupes d'écoles? Porque podemos preguntarnos si se puede realmente o no comparar estos dos grupos de escuelas. Comment constituer un échantillon qui nous permette une comparaison rigoureuse? Podemos preguntarnos cómo constituir una población para una encuesta que sea más rigurosa. Alors, dans un premier temps, il s'agissait de savoir si la composition sociale des classes observées donnait une image fidèle de celle de la société. Pues en primer lugar, intentamos saber si la composición social de las clases tiene un impacto, tiene un efecto en la manera de enseñar. En France et en Allemagne, dans les écoles étudiées, la représentation sociale de la classe ne représente pas celle de la société. En Francia como en Alemania, la representación social de la clase no representa la composición social de la sociedad. Dans les deux cas, il y a un phénomène de ghettoisation sociale qui se révèle à l'école. Pues hay un fenómeno que podríamos llamar un fenómeno de ghettoización social en las escuelas. Des écoles qui ne sont séparées que de quelques kilomètres recrutent dans une population tout à fait différente et dans des catégories socio-professionnelles différentes. Et ça, je crois que c'est généralisable. Unas escuelas que solo están distintas de unos 10 kilómetros no más, reclutan entre poblaciones muy diferentes, muy distintas y sobre todo entre capas sociales muy, muy distintas, y es algo que se puede ver en todas las escuelas y no solo en estas cuatro escuelas. Et il y a une ségrégation scolaire évidente.
pues hay una segregación escolar que parece evidente. Les enfants de milieux défavorisés fréquentent les mêmes écoles et les enfants de milieux favorisés fréquentent les mêmes écoles. Los niños que vienen de bajo nivel social van a las mismas escuelas y los de alto nivel social van también a las mismas escuelas. Alors ceci s'explique par les contraintes de carte scolaire aussi bien en France qu'en Allemagne, c'est-à-dire que les enfants qui habitent dans un secteur doivent fréquenter l'école de ce même secteur. Eso se puede explicar como un efecto del problema de mapa escolar, es decir, que los niños que viven en un sector bien definido de alojamiento tienen que ir a la escuela de este mismo sector. Donc les classes et les écoles se révèlent homogènes du point de vue de leur composition sociologique. Et là, ça va être un petit peu difficile de travailler sur l'altérité. Pues existe una homogeneidad en las clases y pues parece difícil trabajar sobre la alteridad. Une question se pose, qu'en est-il des enfants de migrants en France et en Allemagne? Les enfants étrangers fréquenteraient davantage les établissements favorisés en Allemagne si l'on en croit la composition de la classe C, 40% d'étrangers. La classe C, c'est la classe de Wilmersdorf, vous vous souvenez, la classe de favorisée. Mais c'est une erreur. Il s'agit des étrangers qui appartiennent a des catégories socioprofessionnelles aisées. Pues podemos preguntarnos lo que pasa para los hijos de migrantes. Podríamos pensar que los hijos de migrantes de alto nivel social van a las escuelas bastante correctas, como lo vemos para la escuela C, que tiene un 40% de extranjeros. Pero no es el caso porque se trata de los hijos de personas de alto nivel social. Et les autres fréquentent l'école D, qui est fréquentée également par des enfants d'origine allemande. Là, c'est un petit peu différent de la situation française, puisqu'il y a quand même 40% d'enfants d'origine allemande qui fréquentent l'école D, l'école de Spandau. Alors que vous vous souvenez, pour l'école française, il y avait un seul enfant d'origine française dans l'école de milieu qui accueillait des enfants de milieux défavorisés. Pues en la escuela D solo hay un 40% de alumnos de origen alemana, mientras que en la escuela de Villiers-le-Bel solo un alumno es francés. Donc, il est délicat de tirer des conclusions définitives à partir de si petits échantillons. Je vous ai dit même, ce n'est pas un échantillon. Il est difficile de tirer des conclusions définitives à partir de l'étude de 4 classes. Pues es muy difícil establecer conclusiones fijas con el estudio de solo 4 clases. Donc, il faudrait vérifier ce phénomène de ségrégation sur une grande échelle. Sería interesante, pues, verificar este fenómeno de segregación escolar en un nivel más largo, ¿no? Con mucho más escuelas. Alors, on sait qu'en France, les établissements qui recrutent dans les populations défavorisées concentrent tous les problèmes, principalement la violence et l'échec scolaire. Y sabemos que en Francia las escuelas que reclutan entre las personas de bajo nivel social, pues estas escuelas concentran todos los problemas, sobre todo la violencia y la deserción escolar. On signale également des problèmes de violence en Allemagne, dans certaines écoles, dans des écoles qui recrutent majoritairement dans des populations défavorisées et dans des populations d'origine turque. Y podemos notar también problemas de violencia en Alemania, sobre todo en las escuelas que reclutan entre las personas también de bajo nivel social y sobre todo las escuelas que reclutan entre las poblaciones turcas. Donc on peut se poser la question. J'ai oublié le. J'ai oublié le PowerPoint. Voilà l'école de Spandau. Es la escuela de Spandau. Voilà, donc vous voyez l'immeuble, on n'est pas tellement comparable avec l'autre. Vous l'avez déjà vu? Bien.
Alors, on peut se poser la question, comment faire, quelle solution apporter à ce problème pour remédier au problème de la violence, pour gagner la paix sociale, en redonnant espoir aux plus défavorisés, à ceux qui n'ont plus confiance en l'école. Pues podríamos preguntarnos qué podemos hacer para acabar con este problema, para establecer cierta paz social y sobre todo para dar esperanza a los más pobres, ¿no? A los que vienen de niveles sociales más bajos. Alors pour répondre à notre question sur l'altérité telle qu'elle est définie dans l'introduction est-elle vécue dans les systèmes éducatifs européens? Les écoles étudiées révèlent que les sociétés dont elles sont le produit rejettent l'altérité et n'ont pas intériorisé le fait que n'importe quel être humain est mon égal en dignité et que je lui dois à la fois tolérance et respect. Pues podríamos preguntarnos, dentro de los sistemas educativos europeos, ¿se vive la alteridad o no? Y las escuelas estudiadas revelan que las sociedades que las crearon rechazan totalmente la alteridad. Es decir, que no aceptaron el hecho de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y que cada uno tiene que actuar con el otro con tolerancia y con respeto. À la rigueur, on peut dire que je lui dois tolérance et respect à condition qu'il fréquente d'autres lieux, à commencer par les lieux de scolarisation. Pues en las sociedades estudiadas la gente acepta más o menos tolerar y respetar al otro, pero este otro tiene que frecuentar otros lugares, sobre todo otros lugares de escolarización. Ce n'est pas en France, en tout cas, on le voit que l'éducation à l'altérité peut se faire, puisque l'on s'y retrouve entre semblables, du moins du point de vue sociologique, et que l'on s'y retrouve entre étrangers. Pues vemos que no está en la escuela, sobre todo en Francia, en donde se puede enseñar la alteridad, ya que se reencuentran entre semejantes en la escuela y sobre todo se reencuentran entre extranjeros. Donc l'école n'éduque pas à cette cohabitation puisqu'elle tend à rassembler les semblables. Pues la escuela no prepara para una cohabitación, ya que reagrupa de nuevo a los semejantes. Bien, donc dans un second temps, je me suis interrogée sur l'enseignement proposé aux enfants des différentes écoles. Otra pregunta era de saber qué enseñanza se propone a los alumnos de esas escuelas. Donc on l'a vu, c'est très difficile de tirer des conclusions puisque dans certaines écoles, en France également, dans certaines écoles où la population est très défavorisée, ça se passe bien. On l'a vu là au niveau de l'Allemagne, à l'école de Spandau, les résultats des élèves sont bons, et dans certaines écoles en France, là j'ai pris une école où ça se passe très mal, mais dans certaines écoles en France, dans certaines écoles qui sont classées en ZEP, zone d'éducation prioritaire, eh bien les résultats sont bons aussi. Donc c'est très difficile de tirer des conclusions par rapport à ces observations. Pues es muy difícil establecer conclusiones, ya que podemos ver que incluso en las escuelas que agrupan a alumnos de bajo nivel social puede existir un ambiente de trabajo correcto y con un éxito escolar y todo eso. Es lo que vemos en Spandau, en Alemania. Los alumnos son bastante pobres, pero sí que les gusta la escuela, al contrario de los alumnos de la escuela de Villers-le-Bel en France y en Francia. Y en Francia también podemos ver que incluso en las zonas de educación prioritarias existen a veces un ambiente de trabajo correcto con alumnos que tienen éxito escolar y todo eso. Bien. Donc, en conclusion, je dirais qu'il est important, qu'il est urgent de rétablir la mixité scolaire à l'école. Pues, alors, oui. En conclusión, parece muy importante restablecer la mixidad en la escuela, la mixidad social.
Donc ce n'est pas un phénomène neuf, hein. Le phénomène a déjà été dénoncé par de nombreux sociologues. Este fenómeno de ausencia de mixidad social no es un fenómeno nuevo. Este fenómeno ya fue criticado por el sociólogo Bourdieu. Mais simplement ce qui a justifié cette étude, c'est que j'ai eu l'impression, cela fait maintenant 8 ans que je fais de la formation d'enseignants, et j'ai eu l'impression que le phénomène s'accentuait. Le phénomène de ségrégation scolaire s'accentuait. Pues la doctora Dominique Groux realmente quería estudiar eso, porque ya está formando a profesores desde hace 8 años, pero tiene la impresión de que este fenómeno va acelerando, es cada vez más importante. Donc la question reste posée, comment établir une mixité sociale dans la ville? Pues la pregunta es cómo establecer una mixidad social en la ciudad. Quelle solution apporter à ce problème pour remédier au problème de la violence, de l'échec scolaire et pour gagner la paix sociale? ¿Cuáles son las soluciones para acabar con este problema, para ganar la paz social? Il s'agit effectivement de redonner espoir aux plus défavorisés, aux plus démunis, de leur redonner confiance en l'école, en permettant à l'école de jouer de nouveau son rôle de levier social. Hay que dar esperanza pues a los más pobres, darle las posibilidades de lograr sus estudios y pues de permitir a la escuela de desarrollar de nuevo su papel de escalera social. Alors il y a un numéro de la recherche en sciences sociales, la revue créée par Bourdieu, qui traite de ces problèmes, qui traite du problème de ségrégation sociale, ségrégation scolaire. Pues hay un número de la revista creada por Bourdieu que se llama La investigación en ciencias sociales. Pues en este número se trata de los problemas de segregación social y escolar. Espacial, aussi, ségrégation y sobre todo de los problemas de segregación espacial. Voilà, merci. C'est un peu Gracias. long, mais c'est plus long parce qu'il y a la traduction. Hein. Iniciamos la sesión de preguntas. ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Romero y primero quiero felicitarla por su ponencia y mi pregunta es de que usted nos habla de que hay dos tipos de escuela, la que es como para gente rica y la de clase baja, pero a mí no me quedó claro cómo es que la gente, si esas escuelas están abiertas para todo público y la gente sola las elige o cómo es que ellos escogen la escuela. Ils n'ont pas le choix. Enfin, jusqu'à présent, ils n'avaient pas le choix parce qu'ils habitent dans un quartier et ils doivent fréquenter l'école de ce quartier. Hasta entonces no podían elegir, es el problema del mapa escolar, ¿no? Es decir, que viven en un barrio y tienen que ir a la escuela de este mismo barrio. Et c'est la raison pour laquelle on associe la ségrégation sociale, la ségrégation spatiale et la ségrégation scolaire. Y por eso se establecen relaciones entre segregación social, escolar y espacial. Parce que je vous parlais de ces bars, de ces immeubles de Villiers-le-Bel en particulier. Eh bien, au milieu de l'immeuble, il y a l'école. Enfin, au milieu. Enfin, quand je vais là-bas, c'est vraiment déprimant. C'est absolument déprimant parce que
on arrive dans les bars, et puis l'école est située vraiment au milieu de ces immeubles, et les enfants n'ont pour toute perspective que ces immeubles tous semblables, et l'école, elle est là, elle est au milieu des immeubles. C'est assez déprimant. Por ejemplo, en Villiers-le-Bel, la escuela está en el mismo medio de un barrio muy triste, un barrio de grandes edificios, y pues la única perspectiva de esos hijos, de esos niños, de esos alumnos, es este barrio en el que viven, en el que estudian, y es una perspectiva muy, muy reducida, ¿no? Et donc les enfants de Villiers-le-Bel sont tous des enfants de familles qui vivent là, dans ces immeubles, et qui sont en général d'origine étrangère. Y pues los alumnos de la escuela de Villiers-le-Bel son todos todos niños que viven en este mismo barrio y que tienen relaciones con las otras personas de este mismo barrio, y la mayor parte de estos niños vienen de países extranjeros. Et dans une ville qui se trouve à côté, donc la ville des Anvilles, eh bien là il y a des villas, il y a de jolies maisons avec des petits jardins, et puis il y a l'école à côté qui se trouve aussi dans la verdure, et les enfants qui habitent ces petites villas vont dans l'école, dans la jolie école qui se trouve à côté. Mientras que en la otra escuela, la de Esanville, hay hermosas casas, bastante grandes, con una escuela, con un jardín, con una vegetación agradable y todo eso. Voilà, donc Gracias. il y a déterminisme. Hein. La siguiente pregunta. C'est choquant, hein? C'est choquant, hein? Mais c'est vrai, c'est la réalité. Muchísimas gracias por esta presentación, es fascinante. Me llamó la atención sobre todo la parte apelar a Kant y la relación entre el ego y el alter ego. Y gracias a Camilo que no está aquí, me metí en estos berenjenales precisamente. Y veía yo precisamente cómo Kant veía la realidad como una construcción del intelectual que le llama representación, y la retoma Schopenhauer también. Pero un elemento que me llama mucho la atención de lo que acabo de presentar es no solamente la realidad como una representación, o el ego como una representación intelectual, sino también el ego como performance. O sea, el ego también quiere ser representado de alguna manera o ser visto de alguna manera. Y en el caso de las escuelas, yo conozco bien una escuela similar a la de la escuela alemana, en la que la escuela, precisamente para poder conseguir los financiamientos tan altos que tiene que representarse ante la sociedad de una manera muy peculiar. Y voy a citar un ejemplo. En esta escuela, el proceso de selección es recibe niños de clase más o menos bien, que todos hablan bien inglés, porque es una escuela inglesa, pero notamos que había un alto porcentaje de niños que tenían una segunda lengua. Mi esposa, que es educadora, sabe bien las triquiñuelas de las escuelas también para representarse. Al tener los niños una segunda lengua y hablar bien inglés, aseguran un alto porcentaje y unas altas calificaciones en las evaluaciones periódicas que estas escuelas tienen de vez en cuando. Entonces, con esto ya aseguraban un porcentaje alto, porque estos niños iban a hacer muy bien exámenes en una segunda lengua. No sé si esta cosa suceda también en Alemania, pero el hecho que sí me llama la atención es la representación, no solamente como representación intelectual en Kant, sino como